Je vous en prie, Thierry Breton, prenez place. Merci beaucoup d'être là. Ancien ministre, ancien commissaire européen au marché intérieur. Figure peut-être que aux États-Unis, vous êtes celui qui, vu de Donald Trump, vu d'Elon Musk, est celui qui représente sans doute l'adversaire à bien des égards. On va vous entendre sur tous les sujets qui dominent l'actualité de cette soirée. La carte d'abord, quand on regarde cette image, qui aurait imaginé qu'on aurait cette carte sous les yeux des appétits apparents de Donald Trump affichés, le Canada, le Groenland, le canal de Panama, certains parlent même de l'Islande ou de d'autres régions, soit qui ont eu dans le passé où il y a eu des traités avortés ou autres. Un premier commentaire là-dessus. Je crois d'abord, dans ce changement, qu'il faut bien resituer la temporalité dans laquelle nous nous trouvons. On est dans cette période tout à fait inédite, singulière, dans la démocratie américaine. Ça se passe une fois tous les 4 ans, et il y a 100 jours. Ce sont ces fameux 100 jours au cours desquels vous avez un président élu, qui a évidemment tous les attributs de la campagne triomphante qu'il vient de mener, mais qui n'en a aucun pouvoir. Et puis vous avez un président finissant, j'allais dire, et plus les jours passent et se rapprochent du 20 janvier, date de l'intronisation, moins il a de crédit. Il n'en demeure pas moins qu'il est en charge. Et donc pendant cette période, généralement, les présidents s'expriment, ils n'ont qu'un seul pouvoir, celui de la parole. Certains en usent, d'autres en abusent. Je vous laisse juge de ce qui se passe avec celui-ci. En fait, on est dans cette période où effectivement, le poids de la parole est fort, mais ça n'est qu'un poids de la parole. Et aussi, on le voit bien, quand on connaît Donald Trump, parce que, ce faisant, il va aligner les uns et les autres. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il va aller jusqu'à ce qu'il dit, mais il aligne, quelque part, les parties prenantes, j'allais le dire, que nous sommes. Eh bien, à charge pour nous, parties prenantes, dans ces périodes, généralement, du reste, il y a un peu une sorte de trêve diplomatique. On se respecte les uns les autres. Bon, là, compte tenu des propos qui sont tenus, moi, j'en appelle à toutes les parties prenantes, dont l'Europe, bien entendu, eh bien de juste dire, non, là, on va vraiment coopérer, on est des alliés. Mais là, c'est non. Oui, il faut dire, là, c'est non. Et voyez-vous, je crois que avec Elon Musk, dont on va peut-être parler ce soir, il fait partie de ces individualités qui avance et pousse jusqu'à ce qu'on voit qu'on ne peut plus avancer. Bien, je crois que c'est aussi notre rôle, mais ça a été le cas de dire non. C'était le cas, vous avez vu, vous en avez parlé vous-même, du chancelier Scholz, qui a dit stop aux propos infamants, on peut dire les choses comme ça, de Elon Musk à son égard, du Premier ministre anglais. Le président de la République également a exprimé ses propos. Écoutez la première ministre Mette Frederiksen du Danemark, qui a dit ce qu'elle pensait des... comment les qualifier, propositions au-delà sur le Groenland de Donald Trump. Donc bien sûr qu'on commence à réagir, mais je crois qu'il est temps d'avoir aussi une voix forte européenne aussi. Thierry Breton, est-ce que les Européens sous-réagissent ? Regardez l'image qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire on a le fils du président des États-Unis qui se pose pour un voyage. Il se moque du monde, ouvertement. Éclair, peut-être éclair, mais enfin, il est éclair avec l'avion du père, avec le mot Trump écrit en caractères, je ne sais pas combien, sur l'avion. Il y a là quelque chose comme une provocation extrême. Et la réaction des Européens, c'est cette réaction un peu molle du Danemark qui dit on est ouvert au dialogue. On est prêt à coopérer avec les États-Unis. La première ministre Mette Frederiksen a été beaucoup plus claire, si je peux me permettre. Mais là encore, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on est dans cette période qui est une période, je l'ai dit, j'allais presque dire, et je ne le dis pas de façon péjorative, hein, ça s'appelle en diplomatie de la gesticulation. Voilà, on gesticule, on démontre un peu son appétit, son allant. J'allais presque dire de façon un peu triviale, on montre ses muscles. Bon, et puis après ça, à partir du 20, on va rentrer dans la réelle politique. Alors bien sûr, ce sera certainement pas la politique de Joe Biden. Ça, on en est tous convaincus. Mais je pense vraiment qu'il faut aussi lire ce qui se passe au regard de ce temps particulier. Et je nous incite, nous tous, à avoir ce recul, peut-être pour ne pas trop réagir brutalement, sauf
lorsque notre démocratie est attaquée, et c'est le cas sur les réseaux sociaux, et on en parlera. Écoutez, le fils Trump, Donald Trump Jr., qui est là, qui était, comme vous le dites, voyage éclair, sur le sol du Groenland, et qui parle de l'appel qu'il a passé à son père. Écoutez, qui sait, il se peut qu'il doive passer par ici un jour. Nous verrons ce que cela signifie, si cela se produit. Alors. Oui, je crois qu'on n'a rien à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Je le prends vraiment, et je pense qu'il faut que tous on le prenne comme ça, mais que derrière, évidemment, au niveau adéquat. Et nous avons des niveaux pour ce faire. Nous sommes une grande institution, l'institution européenne. Alors bien sûr, le Groenland, bon, c'est comme on le sait, est aujourd'hui donc sous le Danemark, bien entendu. Il y a une volonté d'avoir une autonomie. C'est donc le Danemark qui doit s'exprimer, et nous, Européens, on doit effectivement dire ce que nous avons à dire. Et je pense que la loi nous permet de le faire, notre démocratie nous permet de le faire, et j'allais presque plus loin ce soir en disant qu'elle doit le faire. Nous devons effectivement nous exprimer pour dire, voilà, on a bien entendu tout ça, voilà qui nous sommes prêts évidemment à travailler lorsqu'il le faudra ensemble, évidemment. Interférer chez nous dans les élections, non. Interférer dans nos démocraties, non. Et avoir des velléités sur les territoires, quels qu'ils soient, non, bien entendu. Thierry Breton, vous avez fait des ouvrages de futurologie, certains qui ont très bien marché. Oui. Très bien. Combien vous aviez tiré ? Oui. Combien ? C'était quand j'étais jeune, donc il n'y a pas de mais non, vous êtes toujours jeune. Voilà. Vous avez fait des ouvrages de futurologie. Est-ce qu'on ne sous-estime pas la possibilité que les Américains voient loin ? Qui aurait prévu la chute du mur de Berlin ? Qui aurait prévu en 1799 que la France allait posséder sous Napoléon quasi toute l'Europe ? En réalité, les États-Unis peuvent-ils être conquérants pour de vrai ? Pas juste pour la galerie, pas juste pendant cette période de 100 jours. Si on se réfère à l'histoire, ça n'est pas vraiment, encore une fois, dans l'ADN, et certainement pas dans l'ADN de la démocratie américaine aujourd'hui. Par des moyens légaux, l'achat, acheter. Oui, les États-Unis sont toujours plus riches, l'Europe est toujours plus pauvre, ils peuvent acheter. De la même façon que les Chinois achètent le port du Pirée, il y a des projets, par exemple, acheter le port de Brême, ils mettent l'argent. Vous qui aimez l'histoire, ils ont même acheté, du reste, la Louisiane, racheté la Louisiane à la France. Voilà. Ils l'ont jamais payé, du reste. Voilà, c'est un autre sujet, donc peut-être qu'on a un contentieux. C'est la meilleure manière d'acheter. En tout cas, ils n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer. Mais donc oui, c'est comme ça que les États-Unis se sont constitués. Alors, voilà. Donc maintenant, ils nous parlent d'un 51e État qui commence à voir s'il veut racheter le Canada. Je ne suis pas sûr que le Canada soit à vendre. Mais ça, on a compris. Non, mais le Groenland, vous voyez déjà que le Groenland, c'est un peu plus compliqué. Oui, il en avait déjà parlé du reste au cours de son premier mandat, vous vous en souvenez. Voilà. Je crois vraiment qu'il faut prendre ça pour ce que c'est. Les États-Unis ont cette spécificité historique. C'est pas un empire au sens où d'autres continents l'ont. Vous savez, nous, on connaît bien les empires en Europe. Parce que on a été ceux qui ont créé, qui ont composé en particulier, en grande partie, ces empires. Je mets la Chine évidemment de côté. Donc on sait, on a une relation historique avec les empires. On s'en est défait. Ça nous a coûté très cher et c'était nécessaire. Mais voyez-vous, nous sommes aussi entourés d'empires aussi, encore nous en Europe. On a un projet. On en parlera, j'espère. Il est très important. On est une grande démocratie. Il faut aller de l'avant. Il nécessite de l'énergie, du leadership. Et quelque part, tous ceux qui nous entourent, beaucoup de ceux qui nous entourent, ont été des empires. Et peut-être même pour certains d'entre eux, des empires déclinants. Je pense à la Russie. On peut penser également, et ce n'est pas péjoratif dans mes propos, à la Turquie. Par parenthèse, la Grande-Bretagne était aussi un empire. Il est plutôt maintenant déclinant. Et c'est pas, encore une fois, injure que de le dire. Et c'est compliqué pour ces empires déclinants, d'être aux côtés d'une Europe qui, elle, va de l'avant, qui a un projet. Et on le voit bien aujourd'hui tous les jours. Tout autour de nous, ne soyons pas naïfs, concourt à affaiblir l'Europe. Tout. Que ce soit à l'Ouest, on entend bien ce que dit le président élu Trump, que ce soit à l'Est, et on entend ce que dit Vladimir Poutine, que ce soit plus encore à l'Est, on entend ce que dit Xi Jinping, que ce soit au Sud, avec les migrations qui sont utilisées, on le sait, comme des armes, pardon de cette expression, hybride. Donc oui, tout autour de nous concourt à affaiblir cette dynamique, parce qu'on n'est pas un empire, nous, en Europe, on est une dynamique. On est une dynamique démocratique, basée sur l'état de droit. Et c'est ce qui fonde notre projet et notre vivre ensemble. Ben voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Et il faut se battre, il faut se défendre, il faut se faire entendre. En particulier, quand on est dans des moments où la parole pèse. Encore faut-il s'imposer. Et on voit effectivement... Mais on a les moyens. Ouais. On a les moyens de le faire.
Il faut le faire, bien entendu. Vous savez, on ne maîtrise pas toujours le calendrier. Et donc, quand les calendriers s'imposent à vous, il faut savoir saisir les fenêtres. Alors, quand on voit le poids de l'histoire, est-ce que ça pèse aussi? C'est-à-dire le fait que, en l'occurrence, le Groenland est un des lieux où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les bases américaines se sont installées pour la défense de la liberté. C'est vrai. Les Américains ont défendu la liberté en Europe en 14-18, en 41-45, ensuite contre l'Union soviétique. En réalité, est-ce que c'est pas un peu la facture qui arrive de tout cela? Mais écoutez, j'ai eu des échanges avec Elon Musk, parce que vous savez, on s'échange, et on s'échange notamment via un réseau qui s'appelle X, qu'il connaît bien, je crois. Vous avez répondu, je crois, sans les Américains, vous parleriez allemand. Exactement. Donc c'est ce que vous dites. Il m'a répondu, effectivement, lorsque je lui ai dit, attention aux propos que vous pouvez tenir en utilisant le réseau, parce que le réseau, il est régulé, les propos sont libres. D'abord, ça me permet de dire, pas parenthèse. On fera les parenthèses après, attendez, je vous connais. C'est dommage, pas trop d'incidence. Vous aurez tout le temps des incidences. Parce que, encore une fois, la parole est libre, bien entendu. En revanche, sur les réseaux, on a mis quelques règles, et notamment quelques règles... Sur la dette morale, à l'égard des Américains. Dans l'un de nos derniers échanges, il me dit « Oui, mais d'accord, mais si jamais il n'y avait pas eu d'ingérence américaine, aujourd'hui, tu parlerais russe ou allemand. Oui. » C'est pas faux. Ce à quoi je lui réponds « C'est vrai, Elon, mais si jamais il n'y avait pas eu d'aide et de soutien français, aujourd'hui, ton président, ce ne serait pas un président, ce serait un roi, ce serait Charles III. Et ton Premier ministre, c'est celui que tu aimes bien, ce serait Monsieur Kramer. Parce qu'on sait, on a payé aussi pour ça, nous, les Européens, et en particulier les Français. Donc si on veut remonter à l'histoire, on va dire un partout la balle au centre, si ça vous va. Mais sans remonter à l'histoire, si le général Yakovlev, qui est sur notre plateau souvent, qui n'est pas suspect d'être anti-américain, il a beaucoup travaillé avec eux, dit « l'Europe est un protectorat américain ». Alors ça, c'est un autre sujet. L'Europe est un protectorat américain. C'est un autre sujet. Et donc, ou bien elle se protège elle-même, ou bien elle doit accepter les règles du protecteur. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. L'Europe doit évidemment, et par rapport à tout ce que je viens de vous dire, y compris entourer des empires qui fondent notre voisinage immédiat, ou moins immédiat, nous devons effectivement accroître notre capacité d'être autonome, d'être stratégiquement autonome. Et qui dit stratégiquement autonome... Non mais on le fait, et on augmente très sensiblement notre capacité de défense. Je suis bien placé pour le savoir, j'étais commissaire à la défense. Je sais qu'on peut le faire, je sais qu'on le fait dans le spatial, on pourra en reparler. Mais il y a un mais. Et ce mais, c'est quoi? C'est qu'évidemment, on le fait maintenant dans tous les domaines. Vous savez, en Europe, on peut tout faire pour la défense. Des sous-marins nucléaires, des porte-avions nucléaires, des missiles hypersoniques, les meilleurs avions de combat, les chars les plus modernes, y compris l'arme nucléaire. Le problème que nous avons, et c'est très important de le dire avec beaucoup de recul et de prudence, mais c'est un point qu'il faut mettre sur la table. Aujourd'hui, l'OTAN donne la couverture à 26 États membres sur 27 pour l'usage ultime ou la protection ultime, qui est la protection nucléaire. Et donc, tant qu'on n'aura pas, nous, Européens, discuté de façon sereine, encore une fois, dans les enceintes qui vont bien, ce n'est pas des sujets qu'on met sur la place publique, de ce point, parce que nous avons la chance, en Europe, d'avoir un de nos membres, en l'occurrence la France, qui a maintenu, qui a développé la capacité d'avoir aussi la maîtrise totale et complète de cette arme ultime. Et c'est vrai qu'il faut, hélas, j'allais dire, dans le monde tel qu'il est et le monde qui vient, avoir aussi cette capacité et ne pas dépendre d'autrui, parce que si on dépend d'autrui, eh bien à la fin, ça finit toujours, quel que soit ce qu'on fera dans l'augmentation de nos capacités de défense, ah oui, mais alors l'arme ultime. Et quand on est dans des relations bilatérales et sur le thème « je fais ça et tu me payes tant », ça aura un prix qui va monter. Donc je le dis de façon très simple, pour prendre son autonomie, encore une fois, tout en restant un allié fiable, fidèle des États-Unis, un pilier important de l'OTAN, il faut évidemment que l'Europe commence à discuter entre elles de ce sujet, évidemment, avec la France en leadership. C'est une évidence, puisque nous sommes le seul à le faire, et en invitant aussi, je le dis, les Anglais à la table pour en discuter, car eux aussi font partie des Européens qui maîtrisent cette arme ultime. Il faut en parler, et il faut discuter entre nous de ce que veut dire le président de la République française lorsqu'il dit la dissuasion française s'entend également avec une composante européenne. Eh bien, il va peut-être falloir la qualifier. Nous vivons maintenant ces heures étonnantes où le Canada, comme vous le dites, est convoité par Donald Trump, qui parle d'un 51e État des États-Unis. Regardez la réponse
de Justin Trudeau, le Premier ministre qui part, puisqu'il va quitter son siège. Jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis. Et la réponse de Musk, celui que vous évoquiez tout à l'heure, sur le mode moqueur. Regardez là, avec une production par intelligence artificielle où on voit Donald Trump qui joue du violon pour célébrer en quelque sorte la chute de celui qui a été son ennemi. Écoutez. Alors on le verra plus tard. Oui, vous voyez, je crois que celui qui en parle le mieux aujourd'hui, c'est encore Anthony Blinken, le secrétaire, donc le ministre des Affaires étrangères américain, et qui dit Elon Musk est un je crois qu'on voit maintenant à l'image ce qui a été généré par l'intelligence artificielle, effectivement. Qu'est-ce que dit Blinken? Il dit Musk, c'est un citoyen, il a le droit d'exprimer ses expressions. Musk est un citoyen. Certes, un citoyen qui est un chef d'entreprise, mais c'est un citoyen. Donc il exprime ses expressions et prenons-le comme tel. Il n'est pas seulement citoyen, il est nommé formellement responsable de l'organisme pour faire maigrir l'État américain. Eh bien, monsieur Rochebin, on verra. Ouais. On est encore dans un moment où il est uniquement citoyen. Ni vous ni moi ne savons exactement s'il sera nommé. Du reste, j'ai remarqué qu'il n'était pas invité il y a 4 jours au dîner tant commenté entre Mme Meloni et M. Trump à Mar-a-Lago. Vous guettez déjà la Non, c'est les observateurs attentifs qui l'ont fait remarquer. Peut-être ont-ils quelque chose derrière la tête. Donc on verra bien. Pour l'instant, c'est un individu, une individualité, chef d'entreprise évidemment. Voilà, il faut prendre ses propos pour ce qu'ils sont. Et vraiment, je pense qu'en ce qui nous concerne, pas pour plus. Alors en revanche, s'il utilise des réseaux sociaux pour faire de l'ingérence dans nos propres démocraties pendant les élections, là nous avons des moyens à agir, comme on l'a fait avec TikTok, sur des ingérences qui venaient donc de pays non européens à l'occasion des présidentielles en Roumanie. Si c'est le cas en Europe, là nous avons des outils, je suis bien placé pour le savoir, je pense en particulier au DSA, pour évidemment se protéger, faire des enquêtes et agir si besoin il y a. Voilà. Alors, est-ce que Trump est en train de gagner son pari? Quand on regarde l'image du G7, où on a l'impression, pour ainsi dire, d'un jeu de quilles, on prend l'image du G7 d'il y a 6 mois, et les uns après les autres, ils sont en train de tomber. Trudeau, Scholz peut-être, Charles Michel, et tant d'autres qui se sont opposés à Donald Trump. Oui, c'est la démocratie. Oui, bien sûr. C'est la différence entre le G7, entre la démocratie et les autocraties. Il ne vous aura pas échappé que en Chine, maintenant ça se compte en décennies, et en Russie, plus qu'en décennies, on en est à 20 ans. Donc on voit bien qu'Elon Musk c'est la différence influer sur ces démocraties. Demain, il organisera en live une discussion en direct avec Alice Weidel, la représentante de l'AfD en Allemagne. Comment est-ce que vous qualifiez cela? Oui, j'ai été celui du reste ce qui nous a valu encore un échange entre Elon Musk et moi-même. Alors j'interviens évidemment en tant que citoyen européen, que je suis, puisque je suis un citoyen européen, mais c'est ma capacité, ce n'est que ma capacité, mais intéressé par ce qui se passe en Europe. Oui, comment qualifiez-vous ça? Pas répondu. On verra bien. Non, mais on verra bien, c'est demain matin, c'est pas dans les jours. On va voir précisément ce qui va se passer. En revanche, puisque vous faites référence à ça, c'est un bis repetita, si je puis dire. Parce que ça s'est déjà produit le 12 août dernier. Vous vous en souvenez, le 12 août dernier, Elon Musk a offert au candidat, il était à l'époque candidat, Donald Trump, la possibilité d'avoir l'usage de son réseau X pour précisément procéder à ce qu'il a appelé une discussion entre lui et Donald Trump, ouvert au monde entier. Il l'avait annoncé du reste à l'époque, Urbi et Orbi, en disant que ça allait être l'événement le plus vu dans le monde de l'Internet. Je lui avais écrit juste avant, j'étais régulateur, c'était donc mon rôle et mon devoir que d'informer évidemment que puisqu'il utilisait un réseau, il peut le faire n'importe quand, la parole est libre évidemment, et on n'est pas là pour censurer qui que ce soit, et je le redis de façon très claire. Mais en revanche, si on utilise un réseau social qui lui-même est régulé en Europe parce qu'il est systémique, c'est-à-dire qu'il a plus de 45 millions d'utilisateurs, alors, pour la capacité d'amplification des messages, et nos auditeurs vont bien le comprendre, nos téléspectateurs, il ne s'agit pas, encore une fois, de réguler la parole, elle est totalement libre.
En revanche, ce que l'on régule, y compris dans ces moments spécifiques des élections, c'est le fait que des algorithmes pourraient pousser de façon arbitraire tel ou tel message plutôt qu'un autre, comme on avait vu que c'était le cas pour Cambridge Analytica à l'occasion des élections en Grande-Bretagne, qu'ont conduit finalement les Brexiteurs à gagner in extremis, en ayant peut-être modifié, trafiqué, poussé des algorithmes, et donc qui ont quelque part perturbé le jeu démocratique. Alors ça, c'est ce que nous régulons, nous, en Europe, et je lui ai indiqué, attention, il faut aussi avoir des stress tests de régulation, parce que cette partie-là, puisqu'elle est accessible évidemment en Europe, quelle qu'elle soit, elle peut avoir des répercussions, et vous devez donc veiller à ce que la régulation soit là. Eh bien, je dis tout simplement la même chose. À partir du moment où la parole, bien entendu, est libre, il est libre de faire ce qu'il veut, en tant qu'individu, c'est une personne, comme vous et comme moi aujourd'hui, il n'appartient pas à un gouvernement. En revanche, si jamais ça intervient au moment d'élection et qu'il utilise un réseau social, alors nous avons des règles et il faut s'assurer que ces règles soient respectées. C'est pas à moi, encore une fois maintenant, à y veiller, c'est à mes successeurs, mais j'ai tout simplement pensé qu'il était important de prévenir Mme Weidel, qui de reste m'a répondu un peu sèchement, qu'elle allait bénéficier d'un usage tout à fait exceptionnel et qui a une certaine valeur par rapport à ses concurrents. Et deuxièmement, qu'il fallait bien s'assurer que son interlocuteur respecte bien les lois européennes, précisément en ce qui concerne la démocratie, non pas par rapport à la parole, mais par rapport à l'usage d'amplification que peuvent faire certains algorithmes. Donc il s'agit d'y veiller. On verra bien ce qui se passera. Est-ce qu'il y a une volonté idéologique, d'après vous, d'Elon Musk, quand on voit qu'il aura donc cette discussion avec l'AfD, l'AfD qui quand même prône, y compris l'annulation de naturalisation, c'est très loin, hein, dans l'ordre des partis d'extrême droite, l'AfD par extrême droite, elle est dangereuse selon vous, l'AfD ? Du reste, on s'en méfie beaucoup au Parlement européen, et peu sont ceux qui ont envie de s'asseoir aux côtés des élus AfD, je le dis tout simplement, sans porter d'autres jugements que celui-ci, mais je l'ai constaté moi-même, c'est exact. Est-ce qu'il y a une visée, il y a eu des révolutions mondiales en termes idéologiques, il y a eu des révolutions conservatrices, hein. Est-ce qu'il y a une révolution conservatrice, ou je ne sais pas comment vous la commentez, que Musk veut mener ? Écoutez, on discute encore une fois de choses qui se passent dans cette période singulière dont je viens de parler. Moi, j'ai connu Musk alors qu'il était un fervent défenseur des démocrates. Il n'y a pas si longtemps, Darius Rochemin. Un fervent défenseur, financeur des démocrates. Bon, il a changé il y a quelques mois. C'est pas il y a 3 ans. Donc je ne peux répondre à cette question. En est-il lui-même capable ? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai vu, moi aussi, les évolutions de la personne. Donc je ne tire pas de conclusion telle que celle que vous m'invitez à tirer aujourd'hui, parce que j'en suis complètement incapable. Je ne suis même pas sûr du reste que ce soit ce qui l'anime. Puisqu'encore une fois, je l'ai connu avec autant de force défendre des thèses qui étaient radicalement opposées à celles qu'il semble vouloir soutenir aujourd'hui. Donc je ne sais pas répondre à votre question. Le sait-il lui-même ? Et vous semblez décrire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de colonne vertébrale. C'est pas tout à fait ce qui s'en dégage. C'est pas du tout ce que je dis. Voilà. Je ne dis pas de colonne vertébrale. Il dit peu, on ne sait pas très bien ce qu'il pense. Écoutez, moi, on sait ce qu'il pense. On ne peut pas douter de ce qu'il pense, là. Hélas ou heureusement, chacun jugera, mais on peut pas... qui a dit quelque chose hier, dira-t-il la même chose demain ? Je ne sais pas en ce qui le concerne, puisque j'ai vu ce qu'il avait dit hier, et je vois ce qu'il dit aujourd'hui, que c'est radicalement opposé. Donc je ne sais pas ce qu'il dira demain. Et en particulier, sur les ambitions que vous semblez vouloir lui prêter, ou en tout cas sur lesquelles vous m'interrogez. On voit en tout cas que les grands dirigeants de la tech américaine sont en train de changer. Mark Zuckerberg, on va entendre ce qu'il dit, puisqu'il va dans le sens, grand patron de Facebook, il va maintenant dans le sens de Trump en lui cédant en partie, lui aussi. Écoutez. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans relâche que la désinformation était une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits ont tout simplement fait preuve de trop de partialité politique et ont détruit plus de confiance qu'il n'en était, en particulier aux États-Unis. Qu'est-ce qui change d'après vous Alors, j'ai 2 commentaires à faire sur cette petite séquence. D'abord, elle s'inscrit là encore dans la temporalité dont on parle depuis le début de notre entretien. Et on voit que là encore, de façon assez systématique, dans cette temporalité, généralement, une bonne partie de l'écosystème américain, y compris du monde des affaires, va utiliser cette période pour se réaligner par rapport à l'administration qui vient. Je l'ai tellement vu dans ma vie, j'ai vécu beaucoup aux États-Unis, que je ne suis surpris de rien.
y compris de ce que nous venons de voir, et je l'inscris dans cette dynamique-là. Deuxièmement, en ce qui concerne Mark Zuckerberg, alors, et plus précisément sur la régulation des réseaux. On en a parlé, j'ai donc contribué à mettre en place cette règle, cette loi qui est le DSA, que je n'ai pas voté moi-même, c'est le Parlement, c'est le peuple européen, les 450 millions d'Européens qui l'ont voté à travers le Parlement, ce sont les États membres, c'est maintenant la loi de notre démocratie, et j'ai pris soin, avec lui, comme avec tous ceux qui sont régulés aujourd'hui en Europe, les grandes plateformes, parce que ce sont des grandes plateformes systémiques, très importantes. X en fait partie, TikTok en fait partie, Meta en fait partie. Donc je suis allé les voir un par un. Et j'ai passé beaucoup de temps avec Mark Zuckerberg. Et je peux vous dire ce soir qu'il a non seulement parfaitement compris les règles que nous avons mises en Europe, mais il a été le premier à les soutenir. Et il l'a fait, et il a fait ce qu'il fallait dans son entreprise pour les soutenir. Alors maintenant, ce qu'il fait, vous avez vu du reste, si vous écoutez l'ensemble de la séquence, donc il parle évidemment de ce qu'il veut faire aux États-Unis, et là évidemment, on voit bien qu'on est dans cette période des 100 jours où il y a une espèce de réalignement dont on vient de parler, mais il ne parle pas de l'Europe, en tout cas en ce qui concerne la régulation, puisqu'il sait que là, il a des obligations, et comme il veut maintenir le marché européen, c'est notre loi tout simplement, je ne doute pas qu'il ne va pas faire ce qu'il faut pour continuer à maintenir ses obligations en matière de régulation sur les réseaux sociaux, compte tenu de la taille de Meta et du fait qu'elle est régulée à titre de plateforme systémique. Maintenant, comme il sent que c'est un peu l'air du temps, il dit pour le reste, et sur tout ce débat sur le free speech, la liberté d'expression, je m'alignerai évidemment derrière le gouvernement américain. Donc il va rejoindre effectivement cette tendance que vous décrivez, à juste titre du reste, un peu de néolibertarienne, où la parole totalement débridée sans aucune contrainte sera peut-être pendant un certain temps, on verra bien, l'alpha et l'oméga. Mais voyez-vous, moi je me suis battu, je me suis battu pour qu'en Europe, et quand je me suis battu avec tout le monde, bien entendu, mes collaborateurs, et puis ensuite avec le Parlement européen, puis ensuite avec le Conseil européen, c'est-à-dire les États membres, pour que nous ayons nos lois. Nos lois, c'est les lois de notre démocratie. Parce que notre démocratie, c'est pas la démocratie américaine. Et on voit bien que la démocratie américaine, elle est formidable, mais elle a aussi des travers, voire des excès. Eh bien, je ne souhaite pas que ces travers et ces excès de la démocratie américaine viennent désormais s'imposer à nous en Europe. Et c'est pour ça que nous avons ces lois. On n'a pas la volonté hégémonique de les imposer à autrui. Non, on n'est pas comme ça, nous les Européens. Mais en revanche, on a les devoirs de faire en sorte que notre démocratie soit protégée contre les ingérences. Est-ce que, par exemple, le réseau X peut être interdit en Europe? Est-ce que c'est techniquement... Bien sûr, dans les lois. Non, attendez, Thierry Breton, sérieux. Et d'abord, est-ce que techniquement, c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Demain, l'Union européenne peut décider que X est interdit en Europe. C'est possible, évidemment, pas de façon arbitraire. C'est possible si nous respectons le droit. Et nous avons 2 lois, aujourd'hui, qui permettraient éventuellement à un juge d'imposer cette obligation. C'est le DSA, en cas de récidive, de ne pas respecter, évidemment, les lois donc, européennes sur la réglementation donc, du DSA. Donc c'est un juge, le DMA. Expliquez bien. C'est un juge européen. C'est un juge européen qui aurait, s'il était saisi effectivement, parce qu'il y a une répétition d'infraction, qui aurait la capacité d'être saisi. Qu'est-ce qui se passe alors, qu'on comprenne bien? Ça veut dire que toute personne qui se branche sur le réseau X, par exemple, n'a plus accès à partir du moment où il est interdit, oui, c'est clair. Sur l'ensemble de l'Union européenne. Je vous rappelle que c'était fait au Brésil, donc c'est quelque chose qui est faisable, bien entendu. C'est ce qu'avait décidé de façon, alors peut-être un peu plus arbitraire, parce que nous, c'était vraiment une loi, elle a été votée, et pas votée à 50,2%, à une très large majorité par tout le Parlement européen. C'est la loi européenne. Est-ce que c'est une décision qui coûterait à Elon Musk? Est-ce que c'est de nature, selon vous? Qu'est-ce qu'il y perdrait? Ce qui coûterait, si on parle vraiment de finances, parce qu'il y a une gradation des sanctions, il y a d'abord une amende qui irait jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Alors, c'est des sociétés qui sont dans sa galaxie, donc ça peut monter ça peut être un chiffre assez élevé. Là, ça coûterait vraiment des montants qui seraient... alors, je ne suis pas ici pour les calculer. De quelle ordre de grandeur? On parle de quoi? On parle de centaines de millions? Non, c'est beaucoup d'argent. Sans doute beaucoup plus. mais voilà. Donc des milliards. Donc c'est des montants qui sont quand même pas significatifs. Et puis ça, c'est pas de la monnaie des actions, ça monte ou ça descend. Oui, ça, c'est du vrai cash. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant. Il sait parfaitement ce que c'est. Et il le sait. Mais ça fait partie, vous savez, dans les discussions que nous avions, et qui étaient toujours très courtoises et très constructives. Il a du reste dit très souvent, lorsque je suis allé le voir pour lui expliquer le DSA, qu'il soutenait le DSA. Non seulement sa philosophie, mais sa mise en œuvre. C'est ce que je disais. Jusqu'où on peut aller
Vous avez vraiment une construction de la phrase proustienne. Hein. Vous auriez pu être... je sais que vous avez été un auteur très vendu, mais vous commencez une phrase, vous avez mis plusieurs entrées. Alors, sérieux. Donc vous dites, techniquement, c'est impossible. C'est un juge européen qui peut dire... Demain, enfin pas demain, mais enfin, il peut interdire... Bien sûr, à partir du moment où il est saisi, à partir du moment où il y a eu tout un antécédent, effectivement, de sanctions qui n'auraient pas été respectées, oui, bien sûr, c'est dans la panoplie aujourd'hui qui est à la disposition des régulateurs. Et très exactement, qu'on comprenne bien aussi, quelle est la règle que Musk est à deux doigts de violer selon vous? Il faut regarder d'abord tout ce qui se passe sur les algorithmes. Il faut voir si les algorithmes qui sont utilisés de façon totalement transparente. Alors, a priori, moi, j'ai aucune raison d'en douter. Mais voilà, il faut le voir. Il faut voir s'il n'y a pas des propos particuliers qui sont poussés sans que l'opinion publique ne le sache. Il faut voir si, dans des périodes électorales, par exemple, on n'utilise pas des propos qui soient des propos qui puissent pervertir de façon indue, cachée, les décisions des électeurs. Donc attendez de nouveau, pardon. Le soupçon, c'est quand vous dites l'algorithme, il amplifierait artificiellement certains contenus. C'est tout le sujet, et c'est précisément ce que nous contrôlons aujourd'hui en Europe. Encore une fois, je le redis, on contrôle absolument pas la parole, elle est libre, et c'est très important. Elle contrôle l'effet spécifique, unique au monde, dans l'histoire de l'humanité. C'est que lorsque l'on lance un tweet, un message, celui-ci peut être amplifié massivement par des algorithmes qui peuvent être aussi des robots et qui vont ensuite donner un sentiment, une espèce d'information d'un tsunami qui va quelque part générer un sentiment de pensée unique sur un point particulier et qui peut avoir des effets délétères. Ça peut être contre des personnes avec du harcèlement, ça peut être également pour des attaques à notre démocratie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est contrôlé et qui est interdit. Il faut s'en assurer. Et je tiens à vous rappeler, et je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est moi qui lançais ces enquêtes, il y a 2 enquêtes qui ont été ouvertes, c'était public, donc je peux en parler, sur le réseau, sur des points extrêmement spécifiques. Donc voilà, si jamais on décide, encore une fois, ces informations sont publiques puisque le lancement des enquêtes a été officiel, si on décide qu'il y avait la nécessité de lancer des enquêtes, c'est qu'il y avait certainement des raisons. Est-ce que le fait qu'Elon Musk prenne position, par exemple, pour chasser le Premier ministre anglais, ou etc., est-ce qu'en soi, pour vous, c'est gênant, ou est-ce que ça, c'est la libre parole? Encore une fois, c'est un individu, comme vous, comme moi. Il est propriétaire du réseau. Mais c'est un autre sujet. Alors voilà, on fait la distinction. On fait la distinction. S'il le fait en s'exprimant par un média classique traditionnel, bien entendu, il a tous les droits. S'il le fait sur n'importe quel réseau social, et que derrière, il s'avère que ce propos est amplifié de façon délictueuse par rapport à nos lois, alors il est en contravention. Et donc, c'est tout le sujet. Du reste, vous voyez, quand il s'exprime, parce qu'on a eu encore là des échanges, quand il va faire l'apologie de l'AfD, vous en parliez tout à l'heure, il commence à le faire sur les réseaux, je mets dans les échanges que nous avons un petit message, tiens, ça serait peut-être de l'ingérence, vous avez rappelé tout à l'heure sa réponse. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il ne va pas poursuivre sur son réseau, il va poursuivre dans le journal Die Welt, impression papier, parce qu'il sait très bien qu'il a parfaitement le droit en Europe de le faire n'importe comment ou n'importe où, il est libre, et ça c'est complètement son droit, mais en revanche s'il le fait sur un réseau social, qui est régulé parce qu'il est systémique, alors il faut qu'il respecte la loi. Que répondez-vous à ceux qui vous disent, regardez, voilà les notables européens qui veulent censurer, au fond, qui ne supportent pas l'idée qu'il y ait ce grand brassage des idées, où, y compris les extrêmes, d'extrême droite, d'extrême gauche, y compris les ozos, ça fait partie de la vie démocratique, s'expriment. Mais je l'entends ça, je l'entends évidemment. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais je leur dis que c'est absolument une énorme, gigantesque fake news, parce qu'encore une fois, en ce qui me concerne, je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire du DSA. Le DSA ne censure et ne régule absolument pas la parole. Elle est libre. Elle est libre, mais elle est contrainte, parce qu'en Europe, elle est contrainte dans tout espace, que ce soit l'espace public, que ce soit ce soir, Darius Rochebin. Vous n'avez pas le droit, et moi non plus, de proférer des propos qui soient des propos condamnables. Ça peut être antisémite, ça peut être raciste, ça peut être concernant le terrorisme. On n'a pas le droit. Ça, c'est la loi des hommes. Et la loi des hommes, elle s'applique aussi dans l'espace numérique, mais c'est pas ça ce que nous régulons, nous. On le laisse évidemment aux juges. Nous, on ne fait que réguler la façon dont l'amplification, qui est un phénomène spécifique au réseau, est faite de façon transparente, non discriminatoire et ouverte à tous.
C'est ça notre liberté. Thierry Et c'est Breton, celle-là à laquelle je suis attaché. dites s'il vous plaît quelques mots sur la question des retraites, puisque le sujet est en train de prendre une importance croissante. Ce sont les déclarations de la numéro 1 de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui relance de façon encore plus accélérée la question. Elle a été reçue par le Premier ministre. Elle estime que François Bayrou n'a aucun tabou sur les sujets liés aux retraites, y compris sur l'âge légal. Et cela rejoint beaucoup d'informations, beaucoup de déclarations ces dernières heures parmi ceux qui rencontrent. C'est le bruit, disons, le bruit politique selon lequel on pourrait remettre sur le métier la réforme des retraites qui était passée au forceps, mais qui était passée. Comment est-ce que vous commentez c'est pas encore une nouvelle, mais c'est une possibilité? Écoutez, vous avez compris comme moi qu'on est dans la phase des consultations, j'allais presque dire énième consultation sur le budget de la France, parce que nous sommes à mi-janvier, on n'a toujours pas de budget, on en est au 3e gouvernement, celui qui est tombé après la dissolution, le gouvernement Bagné. 4 premiers ministres en un an, c'est inédit depuis la 4e. Sur l'aspect du budget, donc 3 gouvernements se sont mobilisés sur cet aspect des choses. Voilà. Donc la priorité, et il a raison du Premier ministre, c'est certainement de faire atterrir et d'avoir enfin un budget, parce qu'entre nous, je le dis de façon très simple, c'est quand même une honte pour notre pays de ne pas être capable de faire un budget alors qu'on est le dernier élève de la classe européenne, avec 6,1% de déficit, c'est-à-dire pour nos téléspectateurs, 180 milliards d'euros d'argent qu'on dépense en plus que ce que l'on gagne. Donc, est-ce que cette honte a un prix? Bien sûr, c'est un prix. Lequel? C'est le prix des agences de notation, c'est le prix de l'endettement, c'est le prix de ce que l'on doit payer par rapport à ceux qui nous prêtent. Je rappelle que cette année, en 2025, c'est plus de 300 milliards qu'il va falloir aller chercher sur les marchés. Alors, dans ce contexte, évidemment, la réforme des retraites doit permettre d'équilibrer, c'est le moins qu'on puisse faire, notre régime. Je sais que c'est un point sur lequel le Premier ministre est très sensible. Maintenant, dans cette phase de discussion, tiens, j'allais tenter un parallèle vraiment un peu osé. On est là aussi dans ce moment un peu entre deux eaux, où on discute. Voilà, on va faire voter un budget, j'espère qu'il sera voté. Il y aura ensuite sans doute des discussions. J'ai cru comprendre que ce serait plutôt dans quelques mois. Le Premier ministre se donne du temps pour... on verra bien ce qui se passera. Mais à titre personnel, puisque c'est ce que vous me demandez, Darius Rochebin, ce soir, je pense très sincèrement que aujourd'hui, les marchés financiers qui notent, encore une fois, le comportement de la France, ont intégré que cette réforme, elle était là. Elle est, bien sûr que 64 ans, c'est 64 ans, c'est très loin de la moyenne maintenant européenne, et donc si jamais on modifiait quelque chose, ça aurait un coût, évidemment, par rapport à la capacité d'emprunt de la France, c'est une évidente. C'est-à-dire expliquez plus mais je ne sais pas en dire plus, parce que ça va... Mais donc, en clair, il faudra voir si on change les paramètres. En clair, ça veut dire que si on revient sur la réforme des retraites, la France empruntera mécaniquement plus cher sur les marchés. Je ne sais pas, il faut rentrer dans le détail, donc je ne veux pas parler en absolu, mais il faut savoir, et je sais que ceux qui sont maintenant en charge l'ont parfaitement en tête, si on bouge les curseurs, vous savez, comme on dit en franglais, il n'y a pas de repas gratuit. Tout se paye, et en particulier en ce qui concerne les retraites. Donc il faudra bien payer quelque part. Ça peut être les régimes spéciaux, ça peut être le régime général, ça peut être aussi la capacité de la France à s'endetter, mais il y aura un prix. Est-ce qu'il y aura, si on revient, encore une fois, cette réforme a été adoptée, elle a été adoptée au forceps, etc., des conditions qu'on sait, mais enfin elle a été adoptée. Si la 7e puissance économique de la Terre revient sur ça, est-ce que ça lui coûtera en termes de crédit? Oui, j'en suis convaincu. Oui, j'en suis convaincu. À ce niveau-là, j'en suis convaincu. Après ça, il y a la dynamique sociale, bien sûr. Et il faut toujours faire la part des choses. Mais sur le positionnement de la France par rapport à la nécessité et à l'engagement, je rappelle, qu'elle a prise, de redevenir 2029, je crois maintenant, sous les 3%, ce qui est une nécessité, qui est encore une fois du vivre ensemble. On est quand même, Darius Rochebin, l'un des pays fondateurs de l'Europe. On demande à tous les partenaires de respecter les traités. Eh ben, on doit les respecter nous aussi. Donc par rapport à cet engagement, bien sûr que ça aura un prix si on ne le respecte pas. Le gouvernement parle d'un déficit ramené à 5,5% en 2020, en une année. Vous y croyez? J'ai cru comprendre que notre nouveau ministre des Finances avait, comme on dit dans notre jargon financier, un body language, un comportement qui le ramenait plutôt aux alentours de 5,4 que de 5,1. J'ai cru comprendre en tout cas, on verra bien. Et alors? Et alors, voilà, on passera de 6,1 de déficit à 5,4. C'est pas énorme. C'est pas énorme par rapport à la marge d'escalier qu'on a à faire. Voilà.
Un mot encore sur François Bayrou. François Bayrou est là, aux affaires. On entend de plus en plus cette analyse disant, au fond, c'est ce que disait à votre place David Lisnard, maire de Cannes, on va bricoler quelque chose. Et pourquoi pas, au fond, ce gouvernement peut bricoler quelque chose, trouver un compromis, durer. Est-ce que c'est grave, au fond ? Mais je crois que ce qu'il faut, c'est, encore une fois, il faut vraiment qu'on ait un budget, parce que c'est pas possible qu'un pays comme la France, vous le rappeliez, c'est une puissance économique mondiale, en soit à utiliser 3 gouvernements, tout simplement parce qu'il faut juste réduire quoi, Darius Rochebin ? La dépense publique. Parce que c'est de ça dont il s'agit. À ça, augmenter les impôts, on est champion du monde. Ça, on sait faire. Du reste, on est déjà champion du monde en matière de prélèvements fiscaux. Ça, on sait très bien faire. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est évidemment, c'est réduire les dépenses publiques. Et j'entends certains qui disent « Ah, ben on va maintenant... On est très attaché à la justice fiscale. » Oui, mais comme si ceux qui les avaient précédés n'étaient pas attachés à la justice fiscale. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'ancien ministre des Finances, à Bercy, on est très attaché à la justice fiscale. Et on n'a attendu personne pour ça. Elle est en place, évidemment. Non, s'il faut donner effectivement des gages, je le comprends évidemment en matière de façon politique, mais il faut appeler un chat un chat. Le problème de la France, c'est de baisser sa dépense publique. Alors il faut avoir un budget en priorité, et ça c'est la priorité. Mais derrière, je crois que ce qui est nécessaire, et ce qui est important, c'est donner une perspective que la France va tenir, avoir un budget le plus vite possible, et j'allais dire, sortir de cette situation. D'abord, on voit bien que quand on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose, et on vient d'en parler. Regardez ce qui se passe autour de nous dans le monde. Donc il faut vite avoir un budget, mais quel qu'il soit. Derrière, donner une vision, une perspective pour 2025, pour 2026, pour 2027, pour 2030, et que la France s'y tienne. Donc voilà, c'est un peu ça, me semble-t-il, la priorité qui est devant nous, mais je suis convaincu que c'est celle du Premier ministre, bien entendu. Merci.